Laurent Roland Tonné-Ikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour à toutes et à tous. Nous allons d'abord partir au Sénégal, je pense, Laurent Roland Tonné-Ikes, avant de revenir aux réalités du Bénin. Hier, donc, Diomaye Faye a été investi président de la République. Il parle de rupture. Les Béninois se sont interrogés s'ils connaissent ce que c'est que la rupture au Sénégal ou bien s'ils voudront que les Béninois le expliquent. Ce matin, Ousmane Sonko nommé Premier ministre. Je pense vous avoir entendu souhaiter que peut-être qu'il reste dans l'ombre pour donc piloter les choses. Ousmane Sonko Premier ministre, que sera cette gouvernance donc de ce duo Diomaye Faye Ousmane Sonko, Laurent Roland Tonné-Ikes? Alors, en suivant Ousmane Sonko hier nuit, en tout cas, parce que c'est autour de 23h du Bénin qu'il a fait son message en tant que Premier ministre du Sénégal, fraîchement nommé, il a rappelé un message très important au cours de leur dernier meeting pour la campagne pour la présidentielle au Sénégal. Il disait qu'ils vont travailler à élire Diomaye Faye comme président, mais qu'il n'est pas question de le laisser seul gouverner. Il fallait l'aider à relever les défis qui s'imposent à eux. Et donc, dans cette perspective, ça ne devrait pas être une surprise alors qu'il soit nommé Premier ministre, parce qu'au-delà de tout, comme je me plais à le dire, le président véritable du Sénégal après Macky Sall reste demain Ousmane Sonko, qu'on ne le veuille pas. Et même si, à un moment donné, le jeu qui a constitué à mettre Diomaye Faye là était important, il fallait le faire parce que autrement, si Sonko ne le faisait pas, c'est que son parti, le PASTEF, n'aurait pas réussi à avoir un président élu au soir du 24 mars 2024. Et donc, oui, la gouvernance aujourd'hui, parce que quand vous prenez le projet de société de Diomaye Faye, c'est le projet de société de Ousmane Sonko en réalité. Ça n'a pas changé. C'est juste que la tête a changé. Et comme, si vous suivez bien l'actualité au plan international, les gens parlent de Ousmane Sonko comme le mentor de Diomaye Faye. Donc, le mentor a certainement des choses à faire, des choses à dire. Et ce poste de Premier ministre lui permettra certainement d'aider Diomaye Faye à dérouler son plan. S'il était possible, j'ose le dire, s'il était possible que Diomaye Faye dise après l'élection, Sonko vient prendre la place du président, je serai le Premier ministre, je suis sûr qu'il n'hésiterait pas à le faire. Parce qu'au détour des félicitations, l'autre n'a pas voulu qu'il l'appelle président. Diomaye Faye n'a pas voulu que Sonko l'appelle président. Mais il est le président. Il est le président. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que ces deux jeunes qui se connaissent très bien depuis des années, qui sont côtoyés, ce n'est pas des gens qui sont venus se retrouver sur le terrain politique. C'est le point positif qu'on peut relever sur la gouvernance. Parce qu'on a tout fait de comparer les réalités sénégalaises aux réalités béninoises ou aux réalités togolaises. C'est tout à fait faux. Nous sommes en face de deux personnes qui se connaissent depuis des années, qui sont côtoyées, qui partagent la même vision et qui ont fait tout le travail là de projet de société ensemble. Ils se connaissent très bien. C'est vrai que le pouvoir a quelque chose de mystérieux, comme je l'ai dit. Ça vous prend parfois la tête et vous pensez, après, l'autre peut être encouragé par les siens qui lui diront, mais c'est toi le président. Ça permet de problème. Mais pas évident. Je crois que l'échec de Sonko et de Diomaye Faye aujourd'hui sera l'échec de la jeunesse africaine, sera l'échec de ceux-là qui ont une bonne vision pour l'Afrique. Et j'ose croire que ces jeunes feront en tout cas l'essentiel pour le peuple sénégalais. Vous avez pu voir, il a dit dans son discours assez succinct, clairement ce qu'il entend faire au Sénégal. Et il a parlé de partenariat mutuel, en tout cas multinational. Oui, ils ont évoqué les multinationales au cours de la campagne, mais dans son discours, il disait ça va être dans un respect mutuel, la coopération, la collaboration, mais également dans une collaboration où chacun gagne, où le Sénégal gagne, où le Sénégal gagnera pour. Et donc, il a parlé d'une Afrique, de comment est-ce que le Sénégal va se comporter déjà en Afrique. Donc, c'est une bonne vision. Quand vous le voyez, déjà pour la parole hier, contrairement à ce qu'on connaissait de Diomaye Faye, qui, dès son élection, avait du mal à prononcer un bon discours et qui était apparu avec un aspect assez débraillé que critiqué par les analystes au plan international. Vous avez vu un monsieur hier qui était totalement déconnecté de son papier, qui parlait clairement en s'adressant à sa foule, il n'était pas du tout collé à son papier. Ça montre clairement que ce dont il parle, il en était sûr. Et
ce qu'on peut lui souhaiter, c'est souhaiter que oui, à la tête du Sénégal, oui, quelque chose change pour le bien des Sénégalais, que quelque chose change pour ce pays qui est en quelque sorte, dont la démocratie est fortement enracinée. Et je crois que Sonko remerciait hier également les jeunes. Parce qu'au-delà, juste au lendemain des élections, les jeunes ont pris l'initiative de nettoyer tout le pays. Ah tout oui? ce qui est, oui, tout ce qu'il y avait comme dégâts, tout ça, ils ont pris l'initiative de nettoyer tout ça. Et Sonko les remerciait hier. Vous allez voir alors ce patriotique, cette volonté populaire de voir les choses changer, cette, je dirais, cette volonté personnelle de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalaise à voir les choses changer. Et Sonko et Diomaye Faye doivent comprendre qu'ils ont assez de défis à relever pour ne pas décevoir le peuple sénégalais et décevoir la jeunesse africaine qui aujourd'hui est assez séduite par l'avènement au pouvoir. Adrien Chibankou, on constate donc que la jeunesse véritablement compte beaucoup sur ce duo et que ce duo également va véritablement à forte affaire pour la jeunesse, il faut le dire ainsi, puisque Laurent Roland Tonnikès évoquait ce sursaut patriotique qui a amené les jeunes à donc nettoyer le pays. Ils sont conscients que on a besoin d'eux et que véritablement ils ont été les premiers à donc salir le pays, oui, par leur mouvement. Et aujourd'hui, ils sont conscients que ce qu'ils ont souhaité s'est réalisé et qu'il faut changer les choses. Est-ce que ce duo réussira à relever l'attente ou du moins les défis et puis à satisfaire la jeunesse qui est fortement au chômage? Pour Yagua, il faut dire que si ce duo échoue, c'est toute l'Afrique qui échoue en matière de développement. Sinon, si vous suivez bien l'actualité depuis 6 mois, pour plus d'un, le président de la République du Sénégal, celui qui devrait être président maintenant, c'est bel et bien Sonko. Et par la force des choses, c'est une question du destin. Et comme ça, moi, je vois les choses. Le destin aidant, finalement, nous avons eu droit à un duo. Un duo qui doit relever de grands défis. Et si vous suivez un peu, tel que Laurent l'a dit, vous suivez Faye hier, le président sénégalais, c'est que vraiment, on constate que celui-ci maîtrise ce qu'il dit. Il ne regardait même pas son discours, mais il s'exprimait librement. C'est à croire que tout ce qu'il dit venait directement de son cœur. Donc c'est dit que le duo doit se mettre très rapidement au travail. Encore que hier, les défis ont été énoncés. Si vous suivez un peu ce que Sonko disait, c'est qu'il va faire d'une réalité la promotion de l'éthique, la lutte contre la corruption, et le mot rupture a été annoncé. Et c'est ça qui a intéressé plusieurs Béninois. Est-ce que c'est à la rupture béninoise ou c'est à quelle rupture que les Sénégalais auront droit? Si déjà Sonko même... Est-ce qu'ils connaissent, les Béninois se sont interrogés et se demandaient s'ils connaissent le sens de la rupture. Est-ce véritablement la rupture vous savez qu'il y a rupture dans rupture. Il y a rupture, si c'est la rupture béninoise, c'est que Sonko aura beaucoup à faire parce que ça veut dire qu'il mettra sur pied certains points. C'est-à-dire créer par exemple une cour spéciale comme la Criette, puisque lui-même il dit qu'il veut lutter contre la corruption, faire la promotion de l'éthique. Donc bon, c'est une très bonne chose. Seulement que ce que moi je voudrais dire à Sonko, c'est que la lutte contre la corruption ne soit pas sélective. Si il doit copier le Bénin en matière de rupture, que la copie soit vraiment bonne et que bon, s'il y a des choses aussi à améliorer, puisque quand quelque chose est bon, il faut aller copier l'intéressé et chercher à parfaire la chose. C'est-à-dire, autrement dit, s'il vient copier la rupture béninoise, oui, c'est une très bonne chose. Bon, il copie la rupture béninoise et il essaie, puisqu'il a eu le temps de lire, de faire une lecture de la rupture béninoise. Donc, s'il constate qu'il y a des impairs, qu'il améliore ces impairs pour un développement radieux du Sénégal en général. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un duo qui est appréciable partout, un duo qui est appréciable de tous, et qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, la jeunesse sénégalaise compte beaucoup sur ce duo, et la jeunesse ne compte pas lâcher ce duo. La jeunesse, vous avez vu, qui a
comment on le dit, c'est-à-dire les actes posés par la population sénégalaise témoignent que effectivement que cette jeunesse est debout, cette jeunesse est derrière ce duo et que le duo ne doit pas les trahir, le duo ne doit pas, sous le coup de l'argent ou sous le coup des inscriptions des autres chefs d'État de la sous-région, ne doit pas écouter ce que les gens vont leur dire de mauvais. Une chose est claire, c'est que nous sommes au début, on va leur souhaiter bien bon vent et que la rupture soit copiée correctement, que leur rupture soit améliorée plus que la mienne et que le peuple sénégalais puisse bénéficier de beaucoup de choses, puisse de façon générale œuvrer pour le développement de leur nation, avec le duo. Laurent Roland-Tonny-Iker, ce n'est pas que de la rupture que ce duo parle. Le duo parle de changement aussi, alors que nous avons déjà pratiqué le changement, nous avons pratiqué la rupture. Eux, ils veulent concilier les deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte est différent. On ne va pas transposer la réalité béninoise au Sénégal. Quand il parle de changement et de rupture au Sénégal, il faut peut-être comprendre la quintessence de ce qu'ils disent. La quintessence de ce qu'ils disent, c'est que déjà, au niveau de la classe politique sénégalaise, tous les vétérans qui sont allés aux élections ont été battus. Et donc, dans une certaine mesure, les jeunes, dans leur majorité, ont accompagné un duo, pas un duo, mais de toute façon un candidat, un parti, le PASTEF, qui a eu un président, Diomaye Faye, avec son mentor, Ousmane Sonko. Cela suppose que quoi? La rupture déjà s'opère à ce niveau. C'est-à-dire, tous ceux qui sont d'une génération donnée, malheureusement, se retrouveront à la touche. On peut dire balayer, oui, voilà, seront se retrouver à la touche, et la jeunesse va prendre les choses en main. Déjà, même il y a des noms qui ont circulé hier. J'ai vu une première liste qui a circulé concernant les noms des ministres, éventuels ministres qui seront membres du gouvernement de Ousmane Sonko. Vous voyez que beaucoup de jeunes dans ce gouvernement. Donc, on attend de voir la confirmation. J'attends de voir, puis je continue de checker de ce côté. Donc, on constate que de ce côté, vous allez voir qu'ils vont mettre à la touche progressivement tous ceux qui sont d'une génération donnée. Et c'est les jeunes qui vont prendre véritablement les choses en main. Et donc, je pense qu'à ce niveau, la rupture sera effective dans une certaine mesure. Il parle de changement, le changement parce que dans le mode de gouvernance au Sénégal, dans le mode de collaboration avec les multinationales, il y a que des multinationales, notamment venant de certaines puissances étrangères, ont pris en otage un certain nombre d'intérêts du Sénégal. N'oubliez pas que le Sénégal aujourd'hui a du pétrole, a un certain nombre de ressources du sous-sol dans une certaine mesure, et la gestion à ce niveau, il va falloir opérer un changement à ce niveau pour que cela profite véritablement à la jeunesse sénégalaise, profite au peuple sénégalais. Donc, quand Sonko et Diomaye Faye parlent de changement, de rupture, il faut comprendre ça dans ce sens. Parce que malheureusement ici, si on doit faire déjà l'analyse de la rupture qu'on a eu au Bénin depuis 2016, il y a un problème qu'il faut toujours que nous devons tous reconnaître. Le problème, c'est que Patrice Talon, président en 2016, malheureusement, a été soutenu par ce que nous appelons les anciens de la classe politique. Ce n'est pas la jeunesse qui l'a amené au pouvoir. Même si c'est les jeunes qui, en mode patriotique, l'ont amené, c'est que ceux qui l'ont soutenu étaient des acteurs politiques vétérans, griffes, et donc qui, malheureusement, constituent en grande partie son pouvoir, même si par la suite, il a réussi à nommer certains jeunes dans son gouvernement. Mais vous allez voir que... Il a réussi à mettre aussi les autres à la touche. Oui, mais il y a la génération des grands-pères en politique qui a réussi à mettre à la touche. Mais il y a la génération de nos pères en politique qui sont encore nombreux autour de lui aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Donc, pour vous dire quoi, si on doit opérer une véritable rupture, peut-être en 2026, il va falloir travailler à cela. Et c'est à la jeunesse que cela revient. Parce que Patrice Talon a montré le chemin. En commençant par confier certaines responsabilités aux jeunes, il revient maintenant aux jeunes de prendre, comment vous appelez, la balle au bon aussi vite pour montrer que oui, ils sont prêts pour gérer. Donc, le Sénégal montre le chemin dans la sous-région. C'est qu'à un moment donné, ceux-là qui ont participé à l'indépendance dans ces pays, dans nos pays, dans l'Afrique de l'Ouest, qui ont participé aux conférences nationales, dans ces mesures, sont encore aux affaires, alors que ces jeunes qui sont nés dans les encablures de 90-89 aussi ont la capacité de gérer aujourd'hui. Donc la rupture va s'opérer véritablement de ce côté pour permettre aux jeunes maintenant de réfléchir pour les jeunes, de poser des actes pour les jeunes et de travailler à l'emploi des jeunes. On a vu quand même qu'au Sénégal,
l'opposition qui a constitué le bastion pour donc la réussite de ce qu'on observe aujourd'hui. Est-ce que au Bénin pour 2026, il ne serait pas souhaitable qu'un front commun de l'opposition puisse se mettre en place, puisque le Canada du Nord s'interroge et dit un possible front commun de l'opposition pour les élections de 2026. Est-ce que ce n'est pas cela qui pourra donc permettre à la jeunesse de prendre les rênes du pouvoir au Bénin aussi? Oui, M. Maury, il faut dire que l'idéal, c'est que les partis politiques de l'opposition se mettent véritablement ensemble, parlent d'une même voix pour pouvoir aller contre le pouvoir en place et pour que nous ayons une alternance radicale. C'est l'idéal. Mais est-ce que ce sera réalisé? Je donne la réponse, c'est une réponse fermée, c'est non. Non, mais on a commencé par observer quelque chose. La dernière conférence de presse de l'opposition, on a vu quand même tous les partis autour d'une table. Nous avons vu effectivement Boni Yahi du parti Les Démocrates qui a réussi à réunir certains partis de l'opposition. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça parce que, vous avez vu, tous les partis ne peuvent pas se mettre ensemble. Quand on parle d'un parti politique, c'est quoi? C'est vrai, on va parler de l'alternance au pouvoir, on va parler de la conquête du pouvoir, on va parler de défendre la défense de la patrie, la défense des acquis démocratiques. Mais avant et après tout, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Ils sont très nombreux, ces acteurs de l'opposition qui se disent que quand vous allez vous rallier d'une manière ou d'une autre au parti Les Démocrates, les gens qui sont déjà là n'ont pas trouvé à manger, n'ont pas correctement trouvé à boire. Quand est-ce qu'eux, ils auront leur part? Vous voyez, c'est ça, c'est une question d'intérêt. Les gens, je ne dis pas que les gens ont faim. Je parle des acteurs de l'opposition. Mais quand vous n'avez pas complètement et correctement ce que vous voulez, les Béninois n'ont pas le courage de se mettre ensemble pour pouvoir défendre leurs intérêts. Je parle des intérêts politiques. Si c'est les intérêts d'ordre social, oui, ça se comprend. Mais au plan politique, on se dit que quel que soit ce qu'ils mettront ensemble, ceux qui vont semer ensemble, quand ça va germer, ça va commencer par fleurir, que c'est seulement le parti Les Démocrates, que c'est seulement ce parti, je parle du parti Les Démocrates, qui va en jouir. Donc, une chose est claire, à l'étape actuelle des choses, l'opposition béninoise ne peut pas parler d'une seule voix. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble à cause de leur intérêt. Je ne parle même pas d'intérêt égoïste, parce que, écoutez, vous pensez que même si le parti de restaurer l'espoir de candidat Zanaï n'existe plus, que candidat Zanaï n'est pas debout. Vous le voyez parler. Il est debout, mais il est où? Il est dans l'opposition ou bien il est où? On ne comprend pas à quel jeu il joue. Zanaï, on ne comprend pas. Laurent Roulant Tonikès, candidat Zanaï est où? Parce que là, il est en train de faire de la philosophie. Il est en train de faire de la philosophie. On ne comprend pas. Je crois que le front commun de l'opposition, c'est ce qui est souhaitable, mais pas évident. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un peu la configuration de la classe politique, il faut d'abord questionner l'origine de ces partis qui se disent être de l'opposition. Qu'est-ce qui fonde leur idéologie? Qu'est-ce qui fonde leur existence? Je prends MPL, je prends FCBE, je prends Démocrate, je prends NFN, je prends JSR. Qu'est-ce qui fonde véritablement leur existence? Si ce qui fonde leur existence est le même point, en tout cas, qu'ils dénoncent dans une certaine mesure, ils peuvent réussir à s'entendre. Mais dans le cas d'espèce, je sais que parmi ces partis d'opposition, il y en a qui sont des partis fait valoir. Et donc ces partis fait valoir ne seront là pas pour les beaux yeux des autres, dans une certaine mesure, ils seront là pour faire le jeu. Mais au fond, en réalité, quand Adrien Tchouankou dit par exemple que ça va profiter seulement aux démocrates, oui, à un moment donné, ils ont une certaine marge, une certaine avance sur les autres formations politiques. Et dans les négociations aussi à ce niveau, ils peuvent mettre dans la balance un certain nombre de conditions qui empêchent les autres d'avoir assez par rapport à la gestion du pouvoir si éventuellement ils gagnent les élections. Donc, à ce niveau, c'est le véritable problème qu'ils ont. Et il faut remarquer qu'au Sénégal, ce n'est pas un front de l'opposition qui a amené Sonko, Diomaye Faye et Sonko au pouvoir. C'est ça la différence. Là-bas, c'est des jeunes qui ont osé.
qui ont osé et le climat leur est favorable. Ça leur a permis d'avoir le pouvoir parce qu'ils ont eu l'adhésion populaire et les conditions, notamment en termes du code électoral de leur pays, leur permet d'aller aux élections et d'avoir de gagner aussi facilement. Ici, ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, même si on prend le parti des démocrates et qu'on dit qu'ils positionnaient des jeunes, malheureusement, on n'aura pas une rupture efficace. Pourquoi? Parce que ceux qui constituent sont les membres du Parti des démocrates, en grande majorité, c'est des gens qui sont aussi de ceux-là que nous dénonçons de l'ancienne classe politique, qui ne veulent pas raccrocher dans une certaine mesure. Donc, les difficultés se posent à ce niveau. Est-ce qu'il y a des jeunes qui, aujourd'hui, en l'état, au niveau des formations politiques, sont à même de mener le combat et de gagner le pouvoir? Ce n'est pas évident. Il va falloir reconsidérer le contexte électoral. Il va falloir créer les conditions pour qu'un jeune sorti de nulle part, avec des convictions, avec des arguments convaincants, puisse aller aux élections, avoir les parrainages, aller aux élections et gagner. Autrement dit, en l'état, vous ne voyez pas les démocrates avec tous les autres partis de l'opposition. Choisir des jeunes ou non, se mettre ensemble et désigner un jeune pour... Je vous dis, ça va être même s'il désigne un jeune, l'impossible. Même s'il désigne un jeune, le jeune viendra gérer avec ceux qui sont restés avec Bouniaï pendant 10 ans et qui sont aujourd'hui là encore. Le Sénégal n'a pas fait ça. Sonko a pris l'initiative de créer le PASTEF avec des jeunes. Ils sont allés au front, ils ont gagné. D'accord? Et Dieu sait faire ces choses. Ils ne sont pas allés au second tour au point de chercher à négocier avec les vétérans politiques de la classe, les vétérans de la politique sénégalaise, avec qui ils vont négocier pour dire, bon, allons au second tour ensemble. Ils ont gagné seuls. Et ils ont la possibilité de gérer seuls. Par contre, ici, vous dites que si les démocrates choisissent un jeune, voilà, le jeune sera élu, mais sera contraint de gérer avec ceux-là qui, en réalité, devraient céder la place aux jeunes. Vous n'y croyez pas, disiez-vous? Écoutez, je voudrais préciser quelque chose. C'est-à-dire, le cas du Sénégal ne peut jamais être le cas du Bénin. Vous étiez en train de parler de Azanaï. Candidat Azanaï. Ils ne sont pas candidats Azanaï seuls. Même MPL. Vous pensez que MPL, que vous voyez là, MPL va accepter se mettre ensemble avec toutes les autres formations politiques de l'opposition et qu'on choisisse un candidat au nom de toute cette formation politique, un candidat, comment on appelle, les démocrates? Vous y croyez? La question que vous devez vous poser, c'est quoi? MPL est allé à l'élection législative. Et comment? Vous avez vu les images par la suite sur les réseaux sociaux où l'argent les divisait. On a appris que c'est un homme d'affaires qui a mis des centaines de millions, pour ne pas parler de milliards à leur disposition, pour pouvoir aller aux élections législatives. Et c'est parce que c'était mal géré, où on soupçonnait X ou Y d'avoir pris sa part. Que les chaises se sont envolées. Que les chaises se sont envolées, où des gens se sont retrouvés à l'hôpital. Combien de milliards Boni Yahi va débloquer pour faire calmer tout le monde? Boni Yahi, c'est vrai, ancien président de la République, est-ce qu'il est toujours un multimilliardaire? Parce que tant que vous mettez la main dedans, ça diminue de jour en jour. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que l'idéal est que la classe politique de l'opposition se mette ensemble. Vous avez déjà dit que ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Et ça ne peut jamais se réaliser dans un État que dans lequel nous sommes, le Bénin, où il y a des taupes un peu partout. Écoutez, c'est FCBE. Et quand on sait que, Azanaï de temps en temps sort pour dénoncer, comment je vais dire, pour taper dans la fourmilière et montrer que l'opposition, voilà, montrer l'état de l'opposition aussi. Ça ne crée pas un sentiment d'union. Est-ce que vous ne voyez pas un monsieur comme Jacques Ayadi, puisque nous sommes à 2 ans des échéances prochaines, vous ne pensez pas que avec les critiques objectives de Mouel Bénin dirigées par Ayadi, oui. Ayadi peut un beau jour virer dans l'opposition? Et vous allez dire quoi? Que l'opposition va se mettre complètement ensemble? Ça ne peut pas se passer.
Pourquoi vous pensez qu'il va virer dans l'opposition? Mais écoutez, vous ne suivez pas Zanaï, sa position. Non, quand on vous doit parlez réviser de la Mouel Constitution. Bénin, vous parlez de Mouel Bénin. Je parle de Mouel Bénin, de Jacques Ayadji. Vous n'avez pas suivi ces interventions? Oui, mais récemment, vous avez suivi son intervention. Moi, je crois que c'est Il fait pas parce que un pied devant, deux pieds derrière. Non, Ça, c'est Jacques Ayadji, ça. En fait, Laurent n'est pas de votre avis. L'éthique en politique recommande que même si vous soutenez un pouvoir, que vous dénonciez les insuffisances de ce pouvoir. S'il a pas été constructif. En fait, nous avons l'habitude ici de ne pas avoir le courage de dénoncer ce qui est mauvais quand on soutient au pouvoir, malheureusement. Et ça a plombé beaucoup de régimes. Ça fait que lorsqu'on va à gauche, tout le monde va à Tout gauche. le monde va dans la direction. droite. Jacques Ayadji, il faut quand même le féliciter pour ce qu'il fait. Parce que c'est quelqu'un qui occupe une fonction politique. Hein, Il est courageux. Il occupe une fonction politique. Et donc, ce qu'il dit, c'est peut-être une remise en cause de son poste, dans une certaine mesure. Une remise en jeu de son poste. Parce que tout ce qu'il dit pouvait amener à le sauter du jour au lendemain. Mais pourtant, il le fait. Dit, oui. Et on l'a vu aller aux élections, avoir un discours carrément différent, pratiquement des autres partis, grandes formations de la mouvance présidentielle, dans une certaine mesure. Est-ce que cela suffit pour entrevoir que d'ici là, il peut virer dans l'opposition? Ça peut arriver, mais pas évident. Je crois que s'il doit être objectif avec lui-même, et notamment avec les cas de sa fonction politique, c'est pas parce qu'il critique le pouvoir, et d'abord, quelle critique en plus, parce qu'il critique un processus, il critique un certain nombre de choses, et d'ailleurs, la plupart du temps, quand vous voyez ces critiques, c'est à l'endroit des députés qui votent des lois, qui mettent en pratique un certain nombre de choses. Il est rare de le voir critiquer une action menée par Patrice Talon directement. Donc, je crois qu'à ce niveau, il réussit à faire la démarcation entre le pouvoir auquel il appartient, c'est-à-dire le régime auquel il appartient en occupant un poste de responsabilité politique, et avec le Parlement qui est carrément, je dirais, un instrument politique qui va légiférer, poser des actes. Donc, je crois que c'est ce qui devait être. Si tout le monde, tous ceux qui sont au niveau de la mouvance présidentielle, avaient le courage parfois de revenir sur certaines insuffisances des actions menées par le Parlement ou des proches du pouvoir en place, ça va améliorer la gouvernance du Patrice Talon et ça va les grandir. Ça va leur permettre de continuer à contrôler. Mais c'est le fait de penser que tout de gauche, tous ceux qui arrivent à trouver des insuffisances sont des opposants, c'est ça qui tue la politique sous nos tropiques. Et je pense quand même que, comment vous l'appelez, Mouel Bénin, le président de Mouel Bénin, Jacques Ayadji, constitue un miroir pour le gouvernement en place. Parce qu'au moins lui, il dit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça, on a besoin des jeunes comme ça. N'oubliez pas que le préfet du Mono est du parti Mouel Bénin, dans une certaine mesure. Donc tout ce qu'il fait à un moment donné, c'est qu'il tente de sacrifier même ses intérêts, sacrifier les intérêts de son préfet. Bienvenue Milorin, qui est préfet du Mono. Attendons de voir. De toute façon, nous sommes en politique et tout est possible. Tout est possible en ce sens que dès lors qu'on s'approche, s'achemine vers 2026, les intérêts seront clairement définis. On verra les gens, ceux qui sont les plus futés, auront déjà une idée de plus ou moins celui qui sera président en 2026 ou celui qui sera dans le carré d'as en 2026. Et les intérêts changeant, les gens peuvent décider, oser cette fois-ci, maintenant virer à gauche ou à droite. À Dieng-Tchobankou, on nous a réalisé un stade de l'amitié à coups de milliards. Et là, on se bombait le torse pour dire oui, on peut jouer les matchs ici. On a vu la Côte d'Ivoire venir jouer des matchs ici, d'autres pays. Et puis, Vlan. Comme on le dit, on déclasse notre stade. Et je pense quand même que jusque-là, il n'y a pas eu de sortie, on n'entend rien. Tout se passe comme si c'est normal. Écoutez, quand moi j'ai été informé de ce que notre stade a été déclassé et que les matchs seront désormais joués à l'étranger, je pensais que c'est parce que l'État béninois est en train de réaliser de grands travaux. On nous a parlé d'un centre commercial qui doit désormais occuper l'esplanade du stade de l'amitié de Kourounou, où peut-être nous aurons droit à comment on l'appelle, galerie. Ils ont parlé de galerie, non? Galerie où il y aura des escaliers roulants. Voilà, galerie marchande. Oui. Ok. Donc, je pense quand même que moi, je me trompais. Ce n'est pas ça, c'est le stade même qui faisait défaut. On dit que notre pelouse
se pelouse, détériore. les installations, les chaises où les gens se grattent la peau. On a débloqué combien de milliards pour réaliser ça? Comment ça a été réalisé? Quelle a été l'entreprise? Moi, je pensais que c'était les Chinois qui l'ont réalisé. Oui, mais on a vu les Chinois sur place, non? Mais on m'a dit autre chose. Il faut que, très rapidement, une commission d'enquête soit mise sur pied pour que ce dossier soit clarifié. Parce que Oswald Oumeki ne peut pas gérer cette affaire. On le connaît, il a réalisé quand même assez de stades. 22 stades. 22 stades homologués ou bien. Bon, écoutez, mais c'était quand même bien. Mais on a débloqué des centaines de millions pour nous réfectionner nos stades. Et ça ne va même pas faire un an. Non, je pense que Les milliards. Patrice Talon doit sévir. Mais on a des craintes puisque depuis qu'on a commencé par parler de cette affaire, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a rien, c'est comme si c'est la normale. Le problème qui se pose, c'est assez triste. Et c'est triste de voir que sous Patrice Talon, qui a amorcé une dynamique contre la lutte contre la corruption, c'est une chose, les éléphants blancs et autres, parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas loin d'un éléphant blanc, hein, parce qu'on dit qu'on a fini, mais tout est remis en cause là. Et c'est environ 14 milliards de francs CFA injectés dans cette affaire. Alors qu'avec 14 milliards, on peut réaliser un stade. Nos pays sous les tropiques sont extraordinaires, quoi. C'est un peu comme ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, où un stade a été réalisé à coup de milliards, et puis à une pluie seulement, et que tout était inondé. 14 milliards, ils ont refait la fondation du stade de l'Amitié. De toute façon, on attend de voir ce qui va se passer. C'est assez triste parce qu'au moment où ce stade a été réalisé, j'imagine, je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, j'étais encore journaliste sportif, j'ai vu avec quel empressement, avec quelle ferveur, on nous annonçait que le stade a été rénové, et que oui, on a fait, c'était un exploit, que depuis 90 ou 60, c'est un exploit que de rénover ce stade. Les discours sont encore là, allez suivre sur YouTube. Hein. Et c'était dans ce temps? Mais écoutez, vous connaissez un peu comment ça se parle. Ça parle quand on est fier de ce qu'on a fait. Combien d'années déjà après cette fierté, nous sommes déjà dans le désordre, parce que là, le Bénin va jouer prochainement, tous les matchs sont délocalisés vers la Côte d'Ivoire, malheureusement. Bon. Et nos équipes qui ont déjà... Vous imaginez nos équipes qui ont déjà du mal à gagner sur leurs propres installations, on les amène ailleurs et c'est les éliminateurs de la Coupe du Monde. Alors que notre coach nous dit que son objectif c'est la Coupe du Monde. Est-ce que cet objectif peut tenir? Pas évident. Mais je dis... pourquoi est-ce que le gouvernement peine à situer les responsabilités? Depuis, on ne parle pas. Est-ce que ça a été un choc pour le pouvoir en place? On nous parle, vous avez évoqué la question des 22 stades au Bénin. C'est vrai que nous, journalistes, nous n'avons pas assez de moyens pour aller investiguer, pour aller peut-être chercher à comprendre la nature de ces stades réalisés. Est-ce que autant de questions? Parce que si on a mis 14 milliards là, et on a ce résultat aujourd'hui, en moins de 5 ans déjà, c'est déjà déclassé dans une certaine mesure. Posons la question de savoir quelles sont les installations véritables au niveau des 22 stades construits. Le gouvernement a une bonne vision. Et comme je l'ai dit, et je crois que avec ce dossier, il me donne raison, j'ai toujours dit, ce n'est pas une question de tête parfois aussi dans notre pays. C'est une question des cadres, des intellectuels à qui on a confié des missions. Parce qu'on ne peut pas vous confier autant d'argent pour rénover un stade. Les Chinois aussi doivent pouvoir nous dire ce qui s'est passé. Qui sont ceux qui sont venus de faire du chantage pour prendre un peu, pour qu'ils n'aient pas besoin. Parce que même les sièges déjà ont soulevé ce problème depuis plus d'1 an. Mais personne n'a parlé. Depuis plus d'1 an, déjà depuis 2 ans, les gens dénonçaient ça. Vous allez au stade, surtout quand il fait chaud sous le soleil, mais vous grattez le corps comme si vous avez la gale. C'est sérieux. Mais personne n'en parlait. C'était comme si, bon écoutez, il parle comme, foutez, laissez oublier ces gens-là, continuons. Mais voilà, nous y sommes. Alors que si ça avait été au moins réglé, je suis sûr qu'aujourd'hui, là, on n'en serait pas là à en parler. Ça aurait pu éviter le choc que ça peut créer. C'est bien triste pour notre pays. C'est triste pour notre pays. C'est vraiment triste si effectivement le montant s'élève à 14 milliards de francs CFA. En toute honnêteté, moi je pensais que c'est quelques millions. Mais si on nous parle de milliards, on nous parle d'1, 2, 3, 10, 14 milliards, je pense que je peux qualifier ça de crime économique. Et en la matière, les autorités judiciaires doivent très rapidement s'en saisir, ils doivent se saisir de ce dossier pour que
très rapidement, la situation soit tirée au clair. Le gouvernement béninois doit sévir. Dato doit faire un rapport très rapide au chef de l'État afin que les responsabilités soient situées. Peut-être que c'est déjà fait. Écoutez, Je crois que oui. En fait, je n'ai pas tort en évoquant environ 14 milliards. Je suis en train de lire ici. C'est que les travaux ont coûté autour de 13 milliards. 13 milliards de francs CFA. Ouais. plus d'une dizaine de milliards. Ouais. Ouais. 13 milliards. Ouais. On ne nous parle pas de millions. Hein. Comme le dirait l'autre, c'est malheureux. Le coût des travaux de rénovation et de modernisation du stade de l'Amitié est de 13 milliards de francs CFA. Je pense qu'avec ça, là, beaucoup vont c'est- quitter le Bénin. C'est malheureux. Des gens vont encore devenir exilés, malheureusement, parce qu'on va leur dire de venir justifier, de venir s'expliquer, et d'autres vont croire que c'est une lutte contre la corruption qui est sélective, et que, bon, et Patrice Talon en fait de trop, le chef de l'État, parce que telle personne ne parle plus le même langage avec lui, il veut le poursuivre, lui mettre quelque chose au cou. Or, la réalité est là. Comment peut-on débloquer 13 milliards de francs CFA? Les fonds du contribuable béninois, ce sont nos impôts. Non, Vous il voyez y a comment une partie De la Chine. que les Chinois ont mis dedans. On met dedans. Mis dedans, pardon. Écoutez, quel que soit ce dont je suis en train de dire, le Bénin a quand même débloqué 1 à 2 milliards, à supposer que la Chine a débloqué 10 milliards de francs CFA. Et ce n'est que 3 milliards que le Bénin a débloqué. C'est de l'argent. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le milliard? Même si c'est 500 000, c'est de l'argent. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le milliard? Et- Non, je pense que des poursuites judiciaires, nous devons les entendre très rapidement. Que le Conseil des ministres, écoutez, pour aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas programmé, mais le Conseil des ministres de La semaine prochaine. de la semaine prochaine se penche sur ce dossier. Adrien Tchobankou, Laurent Roland Tonnikès, vous avez eu l'occasion de fréquenter un peu le, comment on appelle, village universitaire, ces maisons construites derrière l'université, d'autres sont inondées, d'autres ne le sont pas, d'autres sont vétustes. Fraternité a effectué une enquête là-dessus. Je pense quand même qu'on va amener nos caméras sur ces lieux également pour voir comment se présentent aujourd'hui ces maisons. Des propriétaires qui construisent des maisons, qui pensent que c'est éternellement qu'ils construisent et que voilà, il n'y a plus de rénovation, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'amélioration à faire. Adrien Tchobankou. Oui, il faut dire que le quotidien de Ménotien Fraternité a réalisé une enquête sur ce dossier. Et une enquête qui a mené, et celui qui a dirigé la dite enquête a se rendre compte de l'évidence que les chambres coûtent cher, 17 500, 18 000, 20 000. Ceux qui coûtaient Ouais. 7 000, Mais 8 000 ne sont pas il y a 20 ans. de bonne facture. C'est-à-dire, tout est délabré, c'est dans une vétusté totale et non entretenue. Mais moi, je me suis posé plusieurs questions. Oui, Lequel? celui qui a construit sa maison, c'est d'abord lui qui doit l'entretenir. Mais l'entretien dont on parle, il y a plusieurs catégories. Celui qui vit dans la maison, il doit aussi chercher il doit Celui d'abord... qui vit dans la maison, c'est lui qui doit s'occuper d'abord de la maison. D'abord, c'est de ça qu'il est question. Et signaler les choses dont le propriétaire devrait s'occuper au propriétaire. Tout à fait. Donc, les étudiants qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas de la place dans les résidences universitaires, ces étudiants qui viennent louer aux alentours de l'université d'Amboumé-Calavi, au Carrefour Ita, et derrière, de l'autre côté, à gauche, à droite, il faut que ces étudiants d'abord prennent soin de la maison qu'ils occupent, la maison qu'ils ont louée et dont leurs parents leur paient le loyer. Premier point. Que les propriétaires de ces maisons, parce que c'est des maisons vieilles de 15 ans, 20 ans, voire même 25 ans, les propriétaires de ces maisons doivent chercher à, c'est-à-dire à assainir la maison, à les nettoyer. Quand je parle de nettoyage, c'est-à-dire à les réfectionner. Ça. À les réfectionner. Quelques coups de peinture. Écoutez, une maison construite depuis 30 ans, une maison construite depuis 25 ans, depuis 20 ans, cette maison n'est plus de mode. C'est démodelé. Absolument, c'est démodé. Donc, il faut quand même qu'on puisse chercher à l'entretenir.
C'est de ça qu'il est question. Donc ces étudiants aussi doivent jouer leur partition. Qu'on n'attende pas toujours le propriétaire. Très bien. Non, je crois que sur la question, le bâtiment qui a coûté 5 000 francs il y a 15 ans ne peut pas coûter 5 000 francs en 2023 ou 2024. Mais rien n'a changé dans le Mais attention. Rien n'a changé, monsieur. Attention, il y a des réalités qui ont changé. Les réalités ont changé, mais rien n'a changé. Non, non, les réalités qui ont changé dans une certaine mesure. Une maison qui coûtait 5 000 francs peut coûter 20 000 aujourd'hui. Adrien Tumakou Mouriagua. Rien n'a changé. Adrien Tumakou non, c'est pas fait de rien. Le propriétaire n'est pas venu caroler ça. Écoutez, ce qui a changé, il n'a pas changé la toiture, il n'a rien fait. Non, ne parlez pas comme ça. Vous avez construit dans la localité à Zobadje, vous aviez loué ça à 5 000 francs par le passé. Oui. Le modèle que vous avez construit il y a 15 ans, c'est le même modèle que quelqu'un, Adrien Tumakou vient construire à côté de vous. Mais puisque avec le coût de la vie aujourd'hui, il met ça à 15 000 francs, donc vous allez continuer à dire que vous louez ça à 5 000 francs. Nous sommes sur un terrain de profit. Monsieur Agua. Et puis, au-delà de ça, il y a une parcelle qui coûtait 5 millions dans cette zone coûte aujourd'hui 25 millions. Oui, je dis la maison que vous avez eu à construire. Une parcelle, il y a quelque chose qui a changé. Si la parcelle déjà prend c'est que l'impôt que vous payez il y a 15 ans, ce n'est pas le même que vous allez payer en 2024. Au moins ça, est-ce que vous connaissez ça? Mais au-delà de tout, moi je pense que nous sommes sur un terrain de profit. Ce qu'on va dire, déplorer, ce qu'on déplore, c'est juste... Nous sommes sur un terrain d'escroquerie. Non, non, ce n'est pas de l'escroquerie. Non, ce n'est pas de l'escroquerie. Ce qu'on va déplorer, c'est le fait que les propriétaires ne veuillent pas entretenir les maisons. Vous savez, ils ont construit peut-être une chambre ordinaire il y a 15 ans. Les temps ont évolué, il vaut mieux reprendre la maison et faire le sanitaire. Ça, je suis d'accord. D'accord? Plutôt que de laisser les gens... Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, dans une certaine mesure. Et ça, on peut encourager ou bien dénoncer pour dire, propriétaire, essayez de moderniser au moins vos bâtiments. Mais on ne peut pas en vouloir à un propriétaire parce qu'il n'y a pas un quota fixé en termes de location au Bénin. C'est aussi la responsabilité, à un moment donné, de nos gouvernants. C'est-à-dire que dans des milieux universitaires, il faut fixer un seuil. Parce que quand vous prenez toute la zone de Zobadje, c'est une zone universitaire. C'est la grande partie des étudiants qui logent dans ces zones-là. Comment mettre en place un mécanisme pour fixer un seuil de loyer en tenant compte des modèles de bâtiments aux étudiants? Et ça peut régler le problème. Mais autrement, on peut rien faire. Quelqu'un qui construit sa maison est libre de mettre ça à 80 000 ou à 100 000 francs. L'État a trouvé la solution en disant qu'il faut payer au plus 3 avances. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, les gens vous demandent de payer 3 avances et 3 prépayés. Et personne pour réguler ça. Parce que vous payez les 3 mois de caution et puis après vous payez les 3 prépayés. En réalité, vous payez 6 cautions dans une certaine mesure. Et tout ça, c'est encadré par l'État. L'État a parlé de prépayés. Non, l'État n'a pas parlé il faut dénoncer. Les gens ont trouvé la formule pour continuer à prendre ce qu'ils doivent prendre. Donc, c'est pour ça que je dis que nous sommes sur un terrain de profit. Il va falloir peut-être repenser le foncier au Bénin. Il faut vraiment repenser le secteur immobilier au Bénin, repenser véritablement et trouver des mécanismes pour encadrer ça au Bénin. Autrement, Quand tu dis de repenser le foncier au Bénin, c'est que les propriétaires derrière ne seront pas contents de toi. Non, mais malheureusement, ça va être comme ça. Parce que ça va dans tous les sens. J'espère que tu suis tout ce que les internautes écrivent sur ma personne. Donc, non, le problème, c'est que dans une certaine mesure, il faut repenser. Terrien. Je ne parle pas de ça, hein. Non, mais ce qu'il dit, moi je crois qu'il faut quand même, à un moment donné, dire la vérité aux Béninois. Les Béninois doivent comprendre que nous sommes dans un pays où parfois il faut tenir compte du pouvoir d'achat des gens. Et je parle notamment des étudiants ici. Quand vous construisez dans une zone universitaire, mais que vous voulez faire à tout prix de la surenchère, ce n'est pas bien. Vous-même, de façon éthique, ce n'est pas bon. Il faut trouver un mécanisme, il faut trouver un canevas qu'on peut imposer à ces propriétaires dans cette zone. Maintenant, sur le plan national, je le dis sincèrement, il faut repenser le foncier, il faut repenser l'immobilier, il faut trouver un mécanisme, un canevas qui soit respecté au-delà, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national. On doit savoir qu'à Calavi, parce qu'à Calavi, vous regardez, il y a des chambres, une chambre couchée salon sanitaire, 25 000 francs par endroit, 20 000 par endroit, quelqu'un à 50 000, quelqu'un à 55 000. Il y a encore ça, dans la même zone, pratiquement. Alors, sur quelle base on fixe ces loyers? Aucune base. C'est le même bâtiment, c'est le même modèle. L'autre vous dira qu'il y a couloir.
chez lui, que vous ne passez pas par sa chambre à coucher, et que pour ça, c'est 45 000, c'est 50 000. Donc, il vous dira, bon, je n'ai pas de couloir, mais c'est 25 000 ou c'est 20 000. Je crois que tout ça, là, il faut que les députés se penchent sur ça. Malheureusement, beaucoup parmi eux sont aussi propriétaires de maisons locatives. Non, je pense que ce serait très compliqué, très difficile, parce que vous voyez un peu comment le coût des matériaux de construction augmente ces derniers mois. C'est une augmentation exponentielle, qui comme donne vous aimez. matière. Mais vous ne voulez pas utiliser exponentielle. Non, je ne veux pas utiliser ça. Augmentation exponentielle sauvage. C'est une augmentation qui donne matière à réflexion, parce que si vous faites un tour dans les quincailleries, vraiment, vous serez déçus. Je ne sais pas si c'est l'impôt, la taxe, ou bien si ce sont les taxes qui font que on a il y a les droit à taxes, ces il obligations. y a l'impôt que vous devez payer par mois. C'est pourquoi je disais que celui qui avait son bâtiment à 5 000 il y a 15 ans, mais ça fait 15 millions, on ne peut pas lui en vouloir, parce qu'il y a l'impôt à payer, il y a beaucoup de charges. Hein, il faut aussi dire que, vous voyez, si vous prenez derrière l'université d'Abomey Calavi pour aller à Sobadié, je pense que le gouvernement a fait un travail énorme, la voie a été asphaltée. Donc, au regard de tout ça, les chambres ont pris de coups. C'est normal. Oui, c'est normal, et je pense quand même que si avant, tu as des difficultés pour te rendre à la maison, et aujourd'hui, maintenant... Oui, je crois qu'il y a un travail qui a été fait dans la zone véritablement, parce que circuler à Zobadié, par le passé, quand il pleut, c'est la croix et la bannière. Là, maintenant, avec le bitume par endroit, le pavé par endroit, ça circule librement. Ça circule. Les propriétaires, ça permet aux propriétaires de faire de surenchère. Si votre maison est au bord de la voie, si votre maison est au bord de la voie, c'est facilement identifiable, facile à indiquer. Donc, celui qui veut prendre cette maison doit pouvoir comprendre qu'il faut mettre la main à la poche. Mais il faut encadrer. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont les étudiants. C'est ce que je dis, justement. Donc, il va falloir aussi voir le coût, ce qui peut aider les étudiants. Ce que nous allons dire, on va inviter le gouvernement à multiplier les résidences universitaires. Oui. C'est ça surtout, parce qu'un étudiant n'a pas de moyens, ses parents... Ça fait longtemps quand même qu'il y a eu des bâtiments qui ont été construits à l'université. Après la démolition de Hassan II, les bâtiments BID, à part ceux qui sont achevés, il y a au moins 2 à 3 qui sont encore là inachevés depuis des années. On reconnaît qu'il y a eu assez d'efforts qui ont été faits par le passé, mais ce gouvernement, je pense que depuis 10 ans, Patrice Talon n'a pas construit. Il n'y a pas de résidence universitaire. Donc, il n'y a pas de nouvelles résidences. Je recommande même qu'on aille finir les 2 ou 3 bâtiments qui sont encore là, inachevés à l'université d'Abomey Calavi. C'est encore habitable. Oui, c'est habitable. La fondation est bonne, un certain nombre de choses. Il restait que les gens finissent, mais les gens avaient bouffé l'argent. N'oubliez pas que c'est exactement ce qu'ils ont fait pour Hassan II, où on devait écrire à Hassan H. On va finir. On finir. On fait un clin d'œil à Madame le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous écoute. Je pense qu'il fera de son mieux pour que le gouvernement puisse traduire nos doléances en actes, parce que les étudiants ont besoin des résidences, de nouvelles résidences universitaires. Il y a des résidences qui sont insuffisantes. Je pense quand même que le gouvernement, dès l'année prochaine, ou bien même s'il y a un budget. Ça n'a pas été voté dans le budget de cette année, donc il faut attendre l'année prochaine. Non, mais c'est la banque islamique qui avait financé ça. Si la banque islamique de développement peut toujours continuer, c'est vrai que ça a été un choc pour eux, hein, parce que l'argent a été mal géré. Si ça, le gouvernement peut aller vers eux. C'était à Soukérékou, non? Mal géré ou bien bouffé. Parce que j'aime bien quand vous prononcez le mot bouffé. Non, c'était à Soukérékou, sous l'ancien recteur. Ils ont fait quoi l'argent? Kamoko Bayan. C'est bien ça. C'était à Kamoko Bayan. Ils n'ont pas bouffé, ils ont passé l'argent à côté. On était en ce moment à l'université d'Abomey Calavi. Merci. Je me rappelle du roi Mohamed VI qui était venu et qui voulait voir le H devant. Non, il voulait voir H-A-2-S-A-N. Il est venu, il a vu seulement H. Ils ont bouffé l'argent du A, des 2S, du A et du N. Hassan II. Et ils ont bouffé, ils ont laissé seulement le H. Il a regardé le bâtiment. Non, il s'est retourné.